Bonjour ou bonsoir à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir où je fais des gros épisodes sur des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et ce soir, on va parler de mes trucs préférés du mois d'octobre 2019. Sur ma chaîne, je parle principalement de cinéma et de bande dessinée, mais je profite de ce petit format mensuel pour vous parler de plein de trucs. Ça peut être de tout, du cinéma, du roman, j'en sais rien, du jeu vidéo, tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je rencontre de plus passionnant. Moi, ça me fait toujours vachement plaisir quand vous me dites dans les commentaires ce qui vous a passionné ce mois-ci. N'hésitez pas à en parler, on peut en discuter. Moi j'ai envie de découvrir des trucs passionnants comme d'hab. Et j'ai vraiment bien envie que ce genre de vidéo mensuelle soit une petite plateforme pour discuter des trucs les plus incroyables qu'on a vus tous dans nos vies. Vous pouvez parler de tout, vous pouvez parler de musique, de romans, de tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passionne, manga, j'en sais rien. Tout ce que vous aimez, vous pouvez en parler dans les commentaires. Alors ce soir je vais commencer par vous parler d'une incroyable série, Peaky Blinders. Peaky Blinders c'est dispo sur Netflix, il y a 5 saisons. C'est une série qui parle des gangsters de Birmingham dans les années 20. C'est absolument magnifique. C'est la plus belle photographie que j'ai vue dans une série télé. C'est le plus beau travail des images. On comprend parfaitement que chaque saison soit que 6 épisodes parce que chaque épisode c'est une petite merveille. C'est un travail mais tellement minutieux de la lumière, des cadres, des ambiances, de la mise en scène. Vous vous en prenez plein les yeux, plein la gueule juste au niveau de l'image. Et ce qui se raconte est passionnant. Les acteurs sont totalement ouf. Je vois pas comment vous pouvez ne pas vous attacher à eux, comment vous pouvez ne pas vous attacher à cette petite famille. On va voir du coup ces gangsters gravir un petit peu les échelons, sortir de la boue qui est juste le quartier de Birmingham, qui rend le truc le plus infâme au début où ils commencent. Et on va voir cette famille grimper dans les échelons et prendre de l'importance. Il y a un casting de malade, il y a plein de guests qui font leur apparition. Il y a par exemple Tom Hardy qui va jouer le chef du gang des juifs. Il y a Adrien Brody qui joue un mafieux italien dans la saison 4. Les péripéties sont oufissimes. Ce que j'adore avec cette série, c'est qu'entre chaque saison, il y a un gap de 2 ou 3 ans en fait. Il y a une espèce de saut dans le temps parce que dans la vie d'un gangster, eh ben, il se passe pas tout le temps des trucs palpitants. Et donc c'est comme si la série ne se concentrait que sur les gros moments qui ont ponctué leur vie de gangster. Et du coup à chaque fois ce saut dans le temps de 2 ou 3 ans, il permet vraiment de passer complètement à autre chose. Chaque saison est totalement différente de la précédente. C'est des enjeux narratifs complètement différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et du coup ça vous permet chaque fois, à chaque nouvelle saison, de redécouvrir vraiment la série quoi. Par exemple la dernière saison, la saison 5, c'est la crise économique de 1929 et la montée des fascismes. J'ai fait un top récemment avec mon frère pour nous amuser des séries qu'on préférait au monde et je l'ai quand même mis 3ème de mon classement. C'est pour vous montrer clairement quand même que j'ai jamais vu ça. Je vous le dis, c'est la plus belle série, c'est la plus belle photographie que vous verrez de votre vie. Il n'y a aucune série dans le monde qui la surclasse pour moi. De ce point de vue là. Et en plus l'univers est passionnant, les décors, les costumes, enfin y a rien à redire, on y croit totalement. Il y a un travail sur les ambiances, les costumes, les bars remplis de fumée où ils se défoncent avec des shots de rhum. Ce que j'adore aussi avec cette série, c'est qu'elle a vraiment su créer des décors et des lieux de vie que vous vous mettez vraiment à apprécier. Autant que vous allez apprécier les personnages, et plus les Peaky Blinders ils vont gagner en importance, plus le nombre de différents décors va évoluer, et donc vous allez également voir leur importance évoluer à travers ces décors. Et au bout d'un moment, vraiment vous associez ces décors à ces personnages. Le manoir, le bar du début, la fonderie, vraiment c'est des lieux qui ont une iconographie, une imagerie qui vraiment vous reste gravée en tête. Il y a aussi des super retournements de situation scénaristiques, il y a des personnages vraiment ambigus, vraiment complexes, qui sont travaillés sur le long terme. C'est tout ce qu'on demande d'une série quoi, voilà c'est génial. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans au début, j'avais regardé un épisode et je m'étais arrêté, je sais pas pourquoi ça m'avait pas convaincu, c'était une grosse erreur. Si vous ne connaissez pas Peaky Blinders, mais lancez-vous, vous allez vous prendre une énorme claque et je vous assure que vous allez vraiment vous attacher à Thomas Shelby et sa bande. Deuxième truc incroyable dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le film El Camino, la suite de Breaking Bad. C'est quand même assez ouf parce que c'est un film qui a été tourné totalement en secret, qui a été annoncé genre quelques semaines avant sa sortie sur Netflix. Donc vraiment ça a créé une hype mais si rapide et si intense. Je pense que tous les fans de Breaking Bad ont fait des saltos arrière. C'est vrai que l'annonce a dû déjà en ravir plus d'un, mais aussi ça a dû en inquiéter plus d'un. Le film se présentait comme la suite directe de Breaking Bad. Ça reprend à la toute fin de Breaking Bad, fin de la saison 5, et c'est la suite directe où on va voir ce qui se passe avec Jesse Pinkman. Moi je suis pas un énorme fan de Breaking Bad, je trouve que c'est une très très bonne série, mais je trouve qu'elle a vraiment des hauts et des bas. Le duo Walter White, Jesse Pinkman est absolument incroyable, ça on ne fait pas dire. L'espèce de course-poursuite avec son beau-frère qui est à la fois son ami et en même temps la personne qui essaie de l'attraper, le flic qui essaie de l'attraper, je trouve ça absolument génial. Mais je trouve que c'est une série qui est vraiment en dents de scie, elle met beaucoup de temps à se lancer. Je trouve que la première saison est vraiment pas terrible. Et je trouve qu'il y a des personnages qui n'évoluent pas, qui sont pas très intéressants. Je pense par exemple surtout à la femme et à la belle-sœur de Walter White. C'est des personnages qui n'apportent rien vraiment intéressant dans l'intrigue parce qu'ils évoluent pas tellement. Et c'est ça qui me posait un petit peu problème dans cette série. Mais d'ailleurs c'est très marrant parce que
il y a des mecs qui s'étaient amusés à faire déjà un film de 2h45 en prenant toute la série et en la remontant en faisant un film. C'était vraiment vachement bien, je l'avais regardé, c'était vachement bien foutu. Et du coup, ils avaient dégagé tous ces éléments d'intrigue que moi je trouvais un petit peu subsidiaires, pas très intéressants. Ça donnait un film qui était vraiment intéressant. Si vous arrivez à le trouver, c'est des Français qui ont fait ça. Donc pour moi, quelque part, il y avait déjà un film Breaking Bad qui a été fait. Et du coup, je suis allé regarder ce film sur Netflix un petit peu sans savoir à quoi m'attendre. Et j'ai trouvé que c'était un putain de chef-d'œuvre. Quand on annonce une suite, surtout d'une œuvre qu'on a vachement aimée, il y a toujours énormément de craintes parce qu'on se dit qu'ils ne peuvent que gâcher. Est-ce que ça peut être au niveau de la série qui a été faite juste avant? C'est tellement risqué qu'on peut se dire ça ne peut que se casser la gueule. Ça peut vraiment gâcher beaucoup de choses. Ça peut ternir l'image de la série. Combien de suites arrivent à sublimer le premier et à ne pas le gâcher? C'est quand même, on va pas se mentir, assez rare. Et ben là, je trouve que c'est le jackpot, mais total. El Camino, c'est une réussite à tous les niveaux. C'est prenant. C'est stressant, ça n'en fait pas des caisses, on a peur que le film aille à toute vitesse pour essayer de nous dire vachement de choses. Mais non, le film vraiment il prend son temps, il pose une ambiance, il joue parfaitement avec ce côté un petit peu nostalgique de la série. Ça n'a aucun intérêt si vous n'avez pas vu la série avant. Parce qu'il y a des scènes dont l'impact émotionnel n'a lieu vraiment que si vous avez déjà vécu tout ce qu'ils ont vécu dans la série, voilà. Mais le film se démerde vachement bien avec ça, c'est une superbe conclusion. Je trouve qu'il n'y a pas un bout de gras. Les dialogues sont géniaux, il y a des scènes de tension vraiment qui te prennent au corps. Il y a une scène qui est géniale, c'est un flashback. Donc quelque part tu sais déjà comment ça va se terminer, mais t'as quand même une tension dans cette scène. Vraiment tu te dis mais est-ce que limite ils vont réécrire l'histoire? Ils jouent avec tes nerfs mais c'est totalement brillant quoi. Je suis pas un gros fan de Breaking Bad mais alors je trouve ce film vraiment magnifique. Si vous êtes un fan de Breaking Bad mais courez, vous avez dû avoir des étoiles dans les yeux pendant 2 heures. C'est comme si vous étiez en manque et d'un coup on vous dit regardez il y a 2 nouveaux épisodes de Breaking Bad. C'est une très belle fin et moi ça m'a vraiment donné envie de regarder la série Better Call Saul, de me replonger dans cet univers là parce que j'ai toujours pas regardé cette série et ça me tente bien. Alors dites-moi si ça vaut le coup ou pas dans les commentaires. El Camino, superbe, la photographie est belle, le scénario est bien écrit, les personnages sont prenants. C'est vrai que bon quand tu demandes à des acteurs de revenir 10 ans plus tard, il y en a un ou deux qui a un petit peu changé quoi. Il y en a un qui est devenu un petit peu bouffi. Bon tu vois que le mec il a pris 40 kilos dans la gueule quoi, bam, ravalement de façade. Mais j'ai envie de dire on s'en fout en fait. C'est pas ça qui est important, tu vois, ça marche quand même. Les scènes on y croit. Une fois que tu passes ça, c'est ça qui te montre que le film est brillant. C'est les mêmes acteurs qui jouent des scènes qui ont lieu dans la continuité, mais qui le font 10 ans plus tard. Et ils arrivent quand même à rentrer de nouveau dans leur personnage. Aaron Paul dans Jesse Pinkman, il a rien perdu. Il a rien perdu, il est parfait quoi. Le mec a retrouvé son personnage 10 ans après et tous les acteurs sont au top. Et t'as pas mal d'acteurs qui reviennent dans des flashbacks qui sont pareils au même niveau de jeu, mais c'est une tuerie ce film. Je pense que dans mon top film de cette année, il va se retrouver très très haut. Dernier truc stylé que j'ai vu ce mois-ci, c'est le film Joker. Je l'ai vu le même jour que El Camino. Cette journée, c'était la grande régalade. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était l'alignement des planètes. Joker, c'est un super film porté par un acteur, c'est Joaquin Phoenix qui fait tout le boulot quoi. Je vous le dis comme je le pense, Joaquin Phoenix c'est le meilleur acteur de sa génération. Les rôles de mecs torturés, c'est totalement pour lui. C'est un mec qui arrive à tout faire. Il sait tout faire ce mec. Si vous n'avez pas regardé ce chef-d'œuvre, regardez The Master de Paul Thomas Anderson. The Master, c'est un duo entre Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix. Mais genre c'est les 2 plus grosses bêtes du cinéma quoi. Enfin c'est un film, c'est une dinguerie ce film, voilà, vous pouvez pas le rater, faut absolument regarder The Master. Bref, je reviens à Joker qui est totalement porté par son acteur. C'est vrai que à la réflexion, je le reverrai un petit peu à la baisse, mais il faut pas cracher dans la soupe quoi, c'est vraiment un super film. Je trouve qu'il y a une grosse hype autour de ce film parce que comme on est habitué à des films de super-héros de merde du MCU et du DC Universe, c'est de la grosse chiasse. D'un coup qu'il y a un film qui te raconte une histoire intéressante avec un personnage un petit peu torturé, intéressant et passionnant, et surtout avec un petit peu de profondeur, ah ça te sort clairement des daubes que t'as l'habitude de voir quoi, les grosses merdes qu'on te sort en série de 12. Et du coup les gens ont l'impression que c'est un film hyper intelligent, incroyable, qui dit plein de choses. Moi je trouve qu'il aurait pu aller plus loin dans son propos de fond et éliminer quelques pistes scénaristiques qui sont un petit peu en trop pour moi, je vais pas vous spoiler. Mais ce que j'adore vraiment avec ce film Joker et ce personnage, c'est que pour une fois à l'écran on vous montre quelqu'un qui est au fond du trou, on vous montre quelqu'un qui est vraiment dans le caniveau. Ce genre de personnes existe quoi, des gens qui sont écrasés par tout ce qu'il y a de plus violent dans la société, qui sont dans des situations sociales totalement désespérées, qui subissent des traitements lourds, qui sont en plus handicapés presque mentaux. J'aime beaucoup moi cette excuse
du Joker qui rit, qui a un rire infâme et diabolique, parce qu'en fait c'est une maladie mentale et qu'il n'arrive pas à s'empêcher, qu'en fait c'est une douleur. Ça j'aime vraiment beaucoup quoi. Ce personnage qui est à part et qui est dans une spirale noire en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui ne peut pas se soigner parce que le contexte dans lequel il vit, la société dans son ensemble, hein, c'est un contexte beaucoup trop violent pour que quelqu'un comme ça s'émancipe. Et ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on te montre par exemple à un moment au début il se fait tabasser par des petits jeunes. On te montre bien que c'est la société qui a créé des monstres, qui eux-mêmes vont créer des monstres. Enfin, c'est un cercle vicieux en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup et que je vois dans très peu de films, qu'on ose parler, même pas d'un anti-héros, mais de quelqu'un qui est tellement space, tellement à part, tellement brisé. Ce genre de personnes sont des bombes à retardement. Et moi j'y ai cru dans ce film en fait. Je me dis tout à fait qu'une personne comme ça peut exister et que c'est des gens qui s'enfoncent tellement dans une forme de noirceur qu'à un moment ça peut péter. Donc j'aime bien qu'on renvoie dans sa gueule à la société les pires choses qu'elle fait en fait. Tous ces gens qui sont laissés pour compte, qui sont laissés sur le banc, à côté de qui on passe sans cligner des yeux parce que nous-mêmes on est dans un état de survie en fait. Chacun est mis dans une situation de vie extrêmement compliquée et du coup tout le monde est dans la survie, on fait attention qu'à nous, qu'à nos proches et on délaisse totalement les gens qui sont sur le côté. Et juste pour ça c'est un très très beau film, j'aime beaucoup l'évolution du personnage qui se prend coup de marteau sur coup de marteau. C'est pas que de la violence physique, les vrais trucs qui vont le faire basculer c'est de la vraie bonne grosse violence psychologique. Il y a quelques petits retournements de situation que j'avais vraiment pas vu venir pendant ce film et que j'ai beaucoup aimé. Là où ça me dérange effectivement c'est que le propos de la société qui se révolte c'est un petit peu simpliste. C'est genre pauvre contre riche, tuons les riches. Non, je pense qu'avec les manifestations on aurait pu renvoyer quelque chose de plus intéressant. J'aime beaucoup que les gens portent des masques de Joker parce que c'est le père Thomas Wayne qui dit ah mais les gens qui sont dans la rue c'est vraiment des gros blagueurs, c'est vraiment des gros jokers. Et du coup tout le monde porte des masques de Joker. Et j'aime beaucoup aussi que le personnage ça devienne un peu l'icône sans le vouloir en fait de toutes ces personnes. C'est lui qui est porté, qui est monté par la société et c'est lui qui sans le vouloir devient un modèle. Ça j'aime vraiment beaucoup. La scène de fin où il est vraiment en Joker, je trouve que c'est une scène de malaise. Ce qui se passe dans la séquence de fin, la séquence un peu choquante pour ne pas spoiler, je trouve que ça instaure un malaise. Vous savez vraiment le genre de situation où si vous assistiez à ça vous direz ah putain mais c'est hyper gênant. Mais c'est gênant parce que c'est la télé, qu'à la télé on n'est pas habitué à voir ce genre de situation un petit peu pesante, on sait pas trop ce qui se passe. J'adore le public qui fait bouh à un moment, genre non, on n'a pas envie que ça devienne comme ça cette émission. Et ça fait un gros fuck, voilà. Ça fait un énorme fuck aux spectateurs et au public. Je trouve que la critique des médias est très intéressante. La critique de la bonne image, vous savez. Vous n'avez pas le droit de pas être bien, vous n'avez pas le droit de pas être dans le moule. Pareil, ça c'est propre, ça c'est beau. Ça dit vraiment des choses. Non, c'est un bon film. Je sais pas pourquoi des gens lui en foutent autant plein la gueule. Juste pour la performance de l'acteur, ça mérite d'être regardé. Les péripéties sont très chouettes. Et le costume final du Joker, ah c'est du bonbon, ça vend vraiment du rêve, c'est beau quoi. Le mec il a la classe. C'est l'histoire d'une ascension, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir encore plus de matière sur le Joker quand il est habité par sa folie. J'espère en vrai, j'espère qu'il y aura une suite et j'espère qu'elle sera du même acabit, j'espère qu'elle aura atteint le même niveau de qualité. C'est tout pour ce mois d'octobre les amis. J'ai déjà tourné ma prochaine vidéo de nos légendes de la BD, elle devrait sortir très rapidement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et j'espère qu'on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo de mes trucs préférés du mois de novembre. Allez, ciao!